Nous parlions du Zimbabwe où le président Emmerson Mnangagwa a promis une monnaie propre au pays. Constant Lemou, dans ce que dit le président zimbabwéen, il a parlé de monnaie propre. Il a insisté sur ce mot-là. Ça veut dire quoi? Qu'il va essayer de mettre en place un nouveau mécanisme qui fasse que le nouveau dollar zimbabwéen retrouve de la valeur? Peut-être c'est ce nouveau dollar qui sera revalorisé, mais de quelle manière? Il faudrait vraiment des dispositions sécuritaires drastiques, parce que ce qui est arrivé à ce dollar avec le coût que la Grande-Bretagne a préparé pour injecter cette quantité énorme de dollars zimbabwéens pour dévaluer, pour créer l'inflation de toutes pièces, ce risque est permanent. Oui. Vous savez bien mieux que moi que les pays occidentaux tiennent les économies africaines à travers les monnaies. Alors, il n'est pas surprenant que de telles initiatives se répètent pour permettre un meilleur contrôle, ou du moins renforcer le contrôle des anciennes colonies sur l'économie zimbabwéenne. Bon, peut-être le président peut décider de créer une monnaie complètement différente, mais alors il faut toujours veiller aux garanties sécuritaires. Oui. C'est ce qui est arrivé à plusieurs pays africains qui ont essayé d'avoir leur propre monnaie. La Guinée à côté de nous en a fait les frais. Rapidement, on injecte de la fausse monnaie et rapidement la monnaie nationale perd de sa valeur. Donc, ce que le président dit, c'est une bonne ambition, c'est une bonne politique, c'est du nationalisme, c'est de l'africanisme. Oui, mais est-ce qu'il a les moyens de le faire? Est-ce qu'il a les réserves nécessaires pour garantir la valeur de cette monnaie et sa convertibilité par rapport aux monnaies de référence, notamment le dollar américain et l'euro? Il faudrait toutes ces garanties, les économistes en parleront mieux, il faudrait toutes ces garanties pour que cette ambition puisse être réelle est possible pour le Zimbabwe. De toute façon, il faut une mesure assez urgente et de grande envergure pour arrêter cette inflation, cette pénurie des produits de première nécessité, ne serait-ce que le pain, le pétrole, le lait, tout est devenu insupportable, le coût est devenu insupportable pour les citoyens zimbabwéens. Alors, c'est de la responsabilité du président de la République de prendre une décision. Alors, justement, Francisco, est-ce que régler ces situations, c'est-à-dire revoir le prix du pétrole, le sucre, la farine, le lait, c'est en changeant de monnaie qu'on trouve la solution à ces problèmes-là? Est-ce que c'est en changeant de monnaie? Tout d'abord, pour fabriquer la monnaie, vous êtes obligé de vous adresser à l'étranger pour vous fabriquer cette monnaie. Oui. Parce que même au départ, le dollar zimbabwéen était fabriqué par une industrie allemande, mais sous pression de l'Union européenne, ils avaient lâché. Et on a dû confier ça à la Chine. Et ce n'est pas évident, la garantie sécuritaire, bien sûr. C'est quand même assez curieux. Nos pays africains ne sont pas capables aujourd'hui de fabriquer un billet, c'est ça? Oui, mais quand vous voyez comment nos économies sont dirigées, une petite subvention ici, c'est détourné, ce serait la même chose. Ils vont fabriquer 10 pour la République et 10 pour à côté. Là. Donc, c'est ça. Donc, il faut quand même cette garantie. Quand vous décidez d'aller fabriquer votre monnaie en Chine, on connaît les contrefaçons. Ce n'est pas forcément, bien sûr, la Grande-Bretagne peut avoir injecté, et les États-Unis, la fausse monnaie, mais aussi, lorsqu'on va fabriquer là-bas, celui qui même va commander son conteneur à côté, ce qui n'est pas exclu dans nos pays. Maintenant, est-ce que c'est une monnaie propre? Est-ce qu'il va laver c'est-à-dire le dollar zimbabwéen pour que ça devienne propre? Pour y parvenir, c'est qu'il faut asseoir, sinon réasseoir les fondamentaux de l'économie. C'est-à-dire, la garantie, c'est avant c'était avec de l'or. Et avec le temps, ça a évolué. C'est une question de confiance et de fidélité.
Et maintenant, il faut trouver une banque, sinon une devise étrangère qui accepte la convertibilité et vous le garantir. C'est ça qui est aussi important. Donc, il faudra mettre en œuvre, c'est-à-dire revoir le tissu économique totalement. Et puis, les Zimbabwe, il faut dire clairement aux Zimbabwe, parce qu'ils ont déjà même tenté en émettant les bons de trésor pour permettre aux gens de pouvoir faire les achats. Mais ces bons aussi sont devenus... ça a échoué. Ont échoué. Donc ça veut dire que la création d'une autre monnaie qu'on l'appelle Tchapurkou, ce n'est pas la solution. La solution d'abord c'est le tissu économique qu'il faut revoir. Et ils ont ivoire, une bonne réserve d'ivoire, mais qui ne suffira pas forcément. L'or, ce n'est plus totalement l'or, mais c'est la confiance, la fidélité. Donc, c'est par rapport maintenant aux productions, à la production du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir. Parce que il y a, à côté, il y a le Kenya aussi qui avait fait les réformes agraires avec Jomo Kenyatta, après, avec sa révolution, qui a redistribué les terres, mais ils n'ont pas coupé les produits comme le thé et autres que fabriquait le colon. Ils ont continué, et même avec la culture des fleurs et autres, qui permettait d'envoyer, c'est-à-dire de ramener la devise. Et c'est ça qui fait la confiance. Quand vous détenez la devise suffisamment étrangère, les gens vous respectent. Et la Chine, ce n'est pas la monnaie chinoise. Le yuan, il y a quelques années, ce n'était pas ça. Mais lorsque l'économie est devenue forte, mais aujourd'hui, tout le monde, je pense que la Chine détient beaucoup de bons de trésor, même des États-Unis. Voilà, donc, Ibrahim, finalement, quand le président dit qu'il va promet une nouvelle monnaie, c'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Il faut d'abord qu'il s'attaque à l'économie, qu'il redresse cette économie-là, avant de penser à éventuellement une monnaie. Non, c'est tout un ensemble. Vous savez, quand on prend des mesures pour pouvoir booster l'économie, il faut aussi parler de la monnaie, parler de la solidité de la monnaie. Donc, le président Emerson Mnangagwa, j'ai beaucoup de peine à prononcer son nom. Le président a actuellement une volonté de réformer tout l'appareil de l'État, parce que vous savez que sous Mugabe, ce n'était pas encore ça, la gestion, la bonne gouvernance, tout ça, là, il y avait un déficit démocratique qui faisait que le pays n'inspirait pas confiance. Donc, si Emerson pense à renouveler, aller vers l'amélioration de la gestion, surtout, et surtout de la maîtrise de la démocratie au niveau intérieur, je pense que ça va donner une certaine confiance et amener les puissances étrangères à renouer leur partenariat économique avec le Zimbabwe. Et à travers ce partenariat, il y aura des garanties qui seront forcément appliquées et le pays qui a cette volonté de mettre sa propre monnaie pourra trouver des soutiens et je pense que les choses iront très très bien dans le pays. On a quand même un pays, il faut quand même le rappeler, qui n'a pas vraiment réussi sa réforme agraire et je ne m'abuserai pas en disant que l'agriculture est le moteur de l'économie zimbabwéenne. Ce n'est pas seulement le Zimbabwe, pratiquement toutes les économies africaines sont basées sur l'agriculture, sauf les pays maghrébins qui ont la plupart du pétrole. Effectivement, au niveau du Zimbabwe, la réforme agraire s'est faite sur un coup de tête de Mugabe. Il n'y a pas eu une étude sérieuse qui a précédé ces réformes, si bien que c'était vraiment du raté. Pour tout résumer, c'était du raté parce que les Zimbabwéens eux-mêmes, je veux parler des populations autochtones, n'avaient pas la maîtrise de la gestion des entreprises agricoles avant de s'accaparer des fermes dont disposait la minorité blanche et qui, elle, était bien préparée. Les fermiers blancs étaient bien préparés sur la gestion des entreprises. Ils avaient les équipements, ils savaient comment les amortir, les renouveler. Ils avaient toutes les techniques de gestion d'une véritable entreprise, ce qui échappait véritablement aux Zimbabwéens qui ont pris le relais. Immédiatement, le contre-coup économique s'est fait sentir. L'économie a évidemment reculé avec tous les avatars que le Zimbabwe a connus jusqu'à présent. Et la relève de cette économie, ce n'est pas pour demain. Il faudra effectivement des mesures urgentes, des mesures très fortes à la base pour envisager une restructuration entière
de l'économie zimbabwéenne pour espérer voir émerger le pays dans quelques années. Ibrahim Acha, ça fait quand même, moi ça me fait penser à ce débat qu'on mène chez nous ici pour avoir sa propre monnaie. Quand on connaît la structure de nos économies, est-ce que c'est ça la solution déjà? C'est vrai qu'en termes de souveraineté, on peut dire oui, c'est une question de souveraineté, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la souveraineté économique, il y a aussi, comment vous organisez l'économie en interne, parce que ça c'est très important. Et il ne suffit pas de disposer de votre propre monnaie et penser que vous allez connaître un boom économique. La preuve, les pays en Afrique occidentale qui ont leur propre devise, nous savons ce que c'est. Quand vous allez chez les hommes qui sont très nantis là-bas, quand vous fouillez dans leur coffre, vous ne trouvez pas les devises, nationales là-bas, c'est plutôt les devises étrangères que vous trouvez comme garantie. Donc ça veut dire même qu'avoir sa propre monnaie, ce n'est pas encore ça le problème, mais il suffit de réorganiser le système économique et maîtriser surtout les rouages de la finance internationale, parce que ça aussi c'est très important, et en même temps aussi faire de telle sorte que la bonne gouvernance soit vraiment la chose la mieux partagée. Parce que sans un système de gouvernance assez réfléchi, basé sur des principes économiques et démocratiques assez viables, je me dis que même si vous avez votre monnaie, il y aura toujours des brebis galeuses qui vont tenter d'aller dans le sens contraire de l'évolution normale d'une monnaie. Je veux parler de chacun va essayer de disposer de sa petite unité de fabrication de ses monnaies. C'est l'inflation qui va s'en suivre et finalement on ne va plus s'en sortir. Donc le débat actuel avec le franc CFA, vous savez que ça divise les économistes. Il y a le professeur, notre compatriote Nouboupo, qui a une certaine visée du franc CFA et de comment aller vers une monnaie africaine assez viable, mais il y a d'autres aussi qui estiment que jusqu'alors le CFA joue son rôle et que ça garantit vraiment une certaine souveraineté à tous les pays de l'UEMOA. Et vous avez vu que le président ivoirien Ouattara se porte même en défenseur farouche du franc CFA. Quand on regarde son CV, ça n'étonne personne. Bien évidemment. Mais quand même, quand vous voyez un peu l'évolution normale de ces pays et surtout de tout ce que nous avons eu ces derniers temps comme problème monétaire au plan international, les gens concèdent que le CFA a tenu. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Sur ce plan, je ne suis pas du tout d'accord parce que ceux qui soutiennent que le franc CFA a joué son rôle jusqu'à présent n'ont pas démontré que si les pays africains de l'UEMOA, par exemple, avaient leur propre monnaie, que les économies ne tiendraient pas. Mais il y a eu plutôt des démonstrations que si jamais les pays africains de la zone franc prenaient leur indépendance financière, monétaire vis-à-vis de la France, eh bien, la France chuterait à la 15e place dans le classement des pays, des économies européennes. Effectivement, quand vous regardez de très près, je ne suis pas économiste, mais d'une façon empirique, il faut reconnaître que c'est notre CFA qui soutient l'économie française. Oui, mais au-delà de tout, il faut faire remarquer que le CFA n'est pas une devise étrangère. Oui, bien sûr. C'est une devise étrangère. Non, c'est une monnaie africaine. C'est la monnaie française d'Afrique. Ça a évolué, parce qu'à l'époque, ça a évolué la colonie française d'Afrique. L'évolution, c'est la communauté financière. On ne parle plus de la devise, vous comprenez? Non, le financier, si vous allez en France, vous n'allez pas dépenser le CFA. Non, vous n'allez pas dépenser le CFA en France. Vous savez très bien, c'est une monnaie africaine. Justement, donc ça nous appartient. Mais cette monnaie est fabriquée en France, elle est garantie par la France, mais les institutions financières françaises ne l'acceptent pas. Voilà ce à quoi nous sommes réduits. Et c'est assez dangereux pour nos économies. Voilà. Pour arriver à une monnaie nationale, il faut un minimum de patriotisme. Et nous ne l'avons pas. Déjà, même notre éducation est tournée vers l'extérieur. Quand vous prenez même la BCAO, tout ça, là, si le Togo veut avoir sa propre monnaie, il y a combien de Togolais, tout ça, là, dans ces institutions? C'est envahi. Le Sénégal, tout ça, là, nous avons même eu moi quand vous allez. C'est d'autres. Nous, on est là seulement, peut-être difficilement, on arrive à accéder parce que d'abord,
nos États n'arrivent pas à favoriser l'éclosion des talents dans les institutions. Peut-être c'est à la CEDEAO, ils sont un peu, parce que là, on parle de sécurité on parle de sécurité d'élection, donc qui garantissent que les gens restent longtemps au pouvoir. Maintenant, notre éducation est partie totalement. Lorsque nous prenons le Ghana et le Nigeria qui sont à côté, ils ont parfois des problèmes de monnaie. Mais lorsque ces problèmes arrivent, ils prennent des dispositions. La dernière fois, le Ghana a connu ce problème d'inflation. Mais ils ont régulé. Il y a des mécanismes. Et quand l'éducation, le nationalisme, on est là, on lit tout de la France, et puis bon, tout le monde, lorsqu'on va dire créer une monnaie togolaise, les gens vont aller à la prendre les experts pour venir ici au Togo pour faire le travail. Bien, maintenant, ce qui se passe au niveau des économies, je peux dire que ça nous est arrivé aussi au Togo. On ne l'a pas senti. Au niveau de la réforme agraire, il y a eu cette révolution verte que Yassine Yadima avait menée dans les années 80 qui fonctionnait bien, avec une structure opaque qui garantissait la production des produits de rente comme le café, le cacao, les palmiers et autres. Mais à un moment donné, et c'est ça qui permettait d'avoir les routes pour aller par exemple dans les pélés, partout où on cultive le café cacao, c'est l'OPAT carrément qui dressait les routes. Et une banque à côté, la CNCA. Ouais, la CNCA. Donc, dès lors que les gens ont encore accepté les conseils de la Banque mondiale, alors que l'OPAT n'était pas en difficulté. L'OPAT avait ses comptes bien garnis et des réserves énormes. Mais on a décidé simplement de dissoudre l'OPAT et ne même pas payer comment vous l'appelez, les droits. Donc on a dissous comme ça l'OPAT et aujourd'hui on peine à relever notre niveau de production. C'est pourquoi quand vous allez dans les villages, tous les villages des plateaux, ça fait pitié. C'est des bâtiments, de vieux bâtiments que les aïeux ont laissés. C'était l'argent de cacao et de café cacao. Donc, on a connu ça. Si on avait une monnaie nationale, peut-être l'inflation serait peut-être à 200%, comme ce qui se passe au Zimbabwe. Donc, voilà, quand on veut développer le pays, il y a des gens qui donnent les envois. La Côte d'Ivoire, sa production agricole, c'est ça qui est en avant. Le Ghana également, le Nigeria également, sa production agricole, c'est énorme. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, nous avons une économie foncièrement agricole. 42% du PIB et près de 80% de la population. Donc, pourquoi ne pas ce pays-là, le Togo, ne pas le diviser en sections, disons, agricoles? On sait que ici, par exemple, dans les plateaux, c'est le café et le cacao. Le café et le cacao, il ne suffit pas de distribuer les cabosses, mais c'est tout un entretien. Peut-être que le PND vous allez vers Bassar. Ce que vous dites, ça va être pris en compte dans le PND. Je voudrais qu'on évolue, on va changer de sujet parce que je regarde le temps. On va passer maintenant au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a créé la surprise en propulsant un Britannique naturalisé gabonais, Lee White, réputé pour être un écologiste intransigeant à la tête du ministère gabonais des Forêts. Une nomination audacieuse en Afrique, quelques semaines après la révélation du Kevazingo Gate, un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique. Au Gabon, la présidence a annoncé lundi un remaniement ministériel dont le changement le plus notable est la nomination de Lee White aux commandes de ce ministère. Lee White, il faut le dire, a été naturalisé gabonais en 2008. Il a 53 ans, il est né à Manchester et a notamment grandi en Ouganda où il se bagarrait à l'école avec les fils d'Idi Amin Dada, selon sa biographie officielle, titulaire d'un doctorat en zoologie. Après une thèse sur la réserve de faune de Lopé Okanda au Gabon, il est décoré en 2010 par la reine Elisabeth II pour service à la protection de la nature en Afrique centrale, selon la même source. Ça veut dire, Constant Lemou, qu'au Gabon ne fait plus confiance aux Gabonais de souche. En tout cas, pour gérer les questions de bois. Peut-être. Au fait, c'est le président Bongo a fait confiance à ce Britannique. Bon, à mon sens, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Ce n'est pas la première fois qu'un étranger, ou du moins de consonance étrangère, émerge
au niveau de la classe politique. Au gouvernement, Jean Ping a beaucoup travaillé avec Bongo Père. Il a même été au niveau de l'OUA, n'est-ce pas? Il a régné en maître en tant que Gabonais et non chinois. Et pourtant, soit il est chinois naturalisé ou c'est son père qui l'a été, cela n'a embêté personne. Ce Britannique qui vient prendre le département de la protection forestière, je pense que le Gabon avait besoin de lui. D'abord, il a longtemps travaillé, comme sa biographie l'indique, il a beaucoup travaillé dans les forêts gabonaises en les protégeant. En protégeant vraiment, il a créé une zone où il a vraiment protégé les forêts, les ressources forestières à travers son ONG. Et puis, le scandale qui est arrivé où ce sont des Gabonais eux-mêmes qui ont préparé l'exportation de cette espèce rare de bois, qui est protégée d'ailleurs. Le Kélazingo. Alors, on décide, le Gabonais ministre qui est censé protéger les forêts gabonaises a décidé de plutôt brader ces ressources rares. Alors, il y a lieu de prendre une mesure vraiment draconienne. C'était normal. Moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient que un Britannique naturalisé gabonais. À partir du moment où il a acquis la nationalité gabonaise, ça lui donne droit à beaucoup de choses, autant que les Gabonais. Oui, mais là, Ibrahim, la question peut-être que ça pose, quand on sait que c'est un scandale qui a fait partie de son prédécesseur, lui n'est pas à l'abri de ça, c'est des hommes quand même, et après, quand il y a des faits comme ça et qu'on veut les prendre, il se réclame d'une autre nationalité après aussi. Non, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il entre dans une structure publique. Oui. Il a travaillé déjà comme directeur de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Beaucoup disent qu'il a très mitigé là-bas, qu'il n'a pas fait de miracle non plus. Oui, mais ce sont ces détracteurs qui le disent. Donc, sinon, il est reconnu quand même au plan international comme étant un écologiste vraiment convaincu et quelqu'un qui protège vraiment la forêt gabonaise. Et il s'y intéresse beaucoup. Il a travaillé dans cette zone. Et donc, le fait de faire confiance à ce Britannique naturalisé gabonais, je pense que ça ne pose pas de problème parce qu'à un moment donné, nous tous nous avons compris qu'il faut dépasser les clivages, aller vers, en tout cas, l'humain, c'est-à-dire que si vous trouvez des compétences en une personne et que vous savez que la personne peut apporter une solution ponctuelle à un problème que vous rencontrez, je pense qu'il faut faire appel à cette personne. C'est ce qui se passe en France où on trouve les hommes de couleur qui occupent aussi des postes de responsabilité. Je pense qu'actuellement, Sibeth Ndiaye est la porte-parole de l'Élysée, sénégalaise d'origine. Oui, sénégalaise d'origine. Il y a eu par le passé aussi notre compatriote Kofi Gnagnan qui a été secrétaire d'État sous Mitterrand. Donc ça voudrait dire que quand on trouve des compétences à une personne et surtout que si cette personne se naturalise, il n'y a pas en tout cas de problème à pouvoir composer avec cette personne et solliciter son expertise pour faire avancer la nation. Ça veut dire, Francisco, circuler, il n'y a rien à voir? Non, est-ce que c'est la seule Hirondelle qui fera le président? C'est ça, parce qu'en fait, moi, la nomination de Lee White n'est pas un problème, parce qu'il a les compétences, il a l'amour pour la forêt, c'est très important. Il a quitté son pays, il est venu rester au Gabon pendant des années. Et donc, c'est aussi un clin d'œil que Ali Bongo vient de faire à la reine Elisabeth, à l'Angleterre, parce que ça a forcément des retombées, d'autres visées sur le Gabon. Même moi-même, ici, il y a quelques années, il y a un monsieur, il est toujours là, c'est un Allemand, le père Marian Chivas, qui a été longtemps secrétaire général de l'OCDI. Mais ce monsieur a fait beaucoup de choses dans ce pays. À un moment donné, je pensais, si seulement le pouvoir pouvait penser nommer ce monsieur ministre des Affaires sociales. Je n'ai pas dit de le nommer ministre de l'économie et des finances, où il y a déjà l'argent, mais ministre des Affaires sociales. Tout ce qu'il avait déjà fait pour ce pays, ce monsieur, si on l'avait en ce moment, parce que ceux à qui... naturalisé? Non. Mais c'est un Allemand qui a fait... Ça poserait problème. Il a passé toute sa vie au
Togo. Oui, mais sans être naturalisé, il peut Quel pas entrer est- au gouvernement. Attendez, quel est le test? Peut-être Si- conseiller à la présidence, d'accord. Attendez, pour aller à la présidence ou aux élections législatives et autres, c'est là-bas qu'on voit les conditions. Mais je n'ai pas encore lu les textes du gouvernement togolais qui fixe que quelqu'un soit forcément naturalisé. Parce qu'il y a des gens à la présidence, les rôles qu'ils jouent là-bas, ils dament les pions au ministre. Est-ce que vous voyez qu'ils sont C'est chèrement, notre débat. voilà, qu'ils sont chèrement payés. Donc, bref, c'est un bon, c'est un bon casting que Ali Bongo vient de faire. Mais est-ce que il va pouvoir résoudre les problèmes? C'est que de tous ces corrompus qui sont là à partir de son directeur de cabinet ou quoi, jusqu'au dernier forestier. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il ne va pas éviter la cheville? C'est là aussi toute la question. Il ne fera pas de miracle. Voilà. Il fera de son mieux. Il fera appel sûrement à des compétences sûres en qui il place sa confiance pour l'aider à mettre en œuvre la politique de protection des forêts. Mais il faut s'enlever de la tête l'idée que ce monsieur viendra éradiquer complètement la destruction de la forêt gabonaise. Ce n'est pas évident. Il pourra limiter les dégâts, mais il ne pourra pas faire de miracle pour dire que plus jamais il y aurait de problèmes sur les forêts gabonaises. Ce n'est pas évident. Mais il faut compter quand même avec lui. Je pense que cette double nationalité dont il jouit, tantôt britannique, tantôt gabonais, ça crée une plus forte diplomatie entre le Gabon et la Grande-Bretagne. Mais qui n'est pas quand même le partenaire classique du Gabon. Ce n'est pas évident, mais ça peut commencer ainsi. On est dans des traits carrés, il ne faut pas l'oublier. Ah, oui. Le Gabon, c'est à qui ça appartient d'abord. En tout cas, moi j'ai confiance en cet homme.